Un membre du Congrès américain affirme avoir été détenu par des colons en Judée et Samarie. Mais la vidéo qu'il a publiée omet la partie la plus importante de l'histoire. Au moment où toute l'histoire a été révélée, les gros titres étaient déjà écrits. Alors, s'agissait-il vraiment d'une visite innocente qui a mal tourné ou d'une confrontation soigneusement mise en scène pour provoquer Israël et fabriquer le prochain scandale viral? Plongeons-nous dans le sujet. Bienvenue à nouveau sur Judéication ici sur JNS TV. Le membre du Congrès américain Ro Khanna fait la une des journaux car il affirme avoir été détenu par des colons alors qu'il rendait visite à des Arabes sous l'autorité palestinienne. Bien sûr, il a partagé une vidéo qui n'explique pas la situation. Tout ce que vous voyez, ce sont des Israéliens armés. Mais quelle est la réalité ici? La police israélienne a publié les informations suivantes. Selon le rapport, un groupe d'individus a bloqué une route en Judée-Samarie. À leur arrivée, les policiers ont rejoint les forces de Tsahal déjà présentes sur les lieux. Tsahal avait activement stoppé la progression du groupe de touristes parce qu'ils étaient entrés dans une zone militaire déclarée fermée. Selon la loi israélienne, l'accès des civils à ces zones est interdit pour des raisons de sécurité et de sûreté. Les agents intervenants n'ont constaté aucune violence sur les lieux. Encore une fois, aucune violence du tout. Au lieu de cela, l'intervention des forces de l'ordre s'est concentrée sur les organisateurs de la visite. Un examen des images des caméras piétons confirme que le chef du groupe a été explicitement averti par les agents car ce n'était pas sa première violation de l'ordre de fermeture de la zone militaire. Il a reçu un dernier avertissement précisant qu'une nouvelle violation mènerait à une arrestation immédiate. Les participants ont été informés de l'ordre militaire puis relâchés pour poursuivre leur route. Alors, analysons cela. Un membre du Congrès américain enfreint la loi, est légitimement intercepté, puis renverse complètement le récit de l'incident. Comme l'ont dit les policiers, l'organisateur de la visite savait que c'était une zone militaire fermée, et pourtant il y est allé quand même, emmenant le membre du Congrès avec lui. Maintenant, peu importe qui vous êtes. Si vous entrez dans une zone militaire fermée, vous devez être intercepté. Imaginez si Kana avait été blessé lors d'un exercice de tir réel de Tsahal. Il aurait alors prétendu qu'Israël l'avait pris pour cible. Et maintenant, cette histoire fait la une des médias grand public parce que ces gens adorent saisir toutes les occasions de critiquer les Juifs en Judée. C'est la réalité. Le député et sa délégation ont été interceptés par la sécurité et Tsahal et il n'y a eu aucune violence. Il a ensuite été autorisé à poursuivre sa route. Ceci est un exemple d'un autre ennemi d'Israël qui, malheureusement, a réussi à provoquer une réaction. Je ne serais pas surpris si le député s'était présenté délibérément pour provoquer les Juifs, enfreindre la loi et espérer obtenir ce genre de réaction. Et maintenant, on peut débattre, d'un point de vue relations publiques, de ce qu'Israël aurait dû ou non faire ici, mais pour moi, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un coup monté délibéré. Selon le New York Post, Kahana est arrivé en Israël et a ignoré les propositions de rencontrer d'anciens otages israéliens et des survivants du 7 octobre. Kahana, qui autrefois affichait son soutien à Israël, est récemment devenu un critique virulent de l'État juif et a été associé à plusieurs personnalités prétendument antisémites, selon le New York Post. Le streamer Hassan Piker a publié sur X qu'il s'entretiendrait avec Kahana lundi au sujet de l'incident présumé. Et qui est Piker? Piker est quelqu'un qui a qualifié les Juifs orthodoxes de consanguins et a déclaré que le Hamas valait 1000 fois mieux qu'Israël. En ce moment, toute cette histoire fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Bien sûr, cela donne une mauvaise image d'Israël, mais tout le monde doit se rappeler que cet homme, délibérément, avec son groupe, est entré dans une zone militaire fermée de Tsahal. Et c'est ça, l'essentiel. Il a été interrogé pendant un petit moment, puis relâché. Il n'y a eu aucune violence, pourtant il a décidé de porter cette histoire devant les médias internationaux. Et bien sûr, ils se sont prêtés au jeu avec joie. Le New York Times, CNN et d'autres diffusent en ce moment ces images hostiles à Israël et à la Judée-Samarie dans le monde entier. Mais il est important de se rappeler ce fait. On m'a également dit que Khan envisage de se présenter à la présidence des États-Unis en 2028.
Quelle meilleure façon de lancer sa candidature, pour ainsi dire, que de venir en Israël, de montrer qu'on est contre l'État juif et de promouvoir ces images négatives dans le monde entier. Cela alimente vraiment sa base progressiste et woke en Californie, d'où il vient. Les amis, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Il s'agissait d'une campagne délibérée et préméditée pour pénétrer dans cette zone militaire fermée contre l'État d'Israël et le peuple juif. Ne vous laissez pas avoir. Pour continuer, Jewish Breaking News rapporte que les opposants à Israël ne se contentent plus de manifester lors d'événements immobiliers israéliens dans les synagogues locales et ailleurs. En Grande-Bretagne, le débat s'est désormais déplacé au Parlement, où l'on cherche à criminaliser l'achat de terres en Israël. Un débat a éclaté cette semaine au Parlement britannique concernant l'achat de terres par des citoyens britanniques en Judée et Samarie. La baronne Jennifer Chapman de Darlington a mené l'offensive pour criminaliser de telles transactions, alléguant que les colonies sont illégales au regard du droit international. Cependant, 2 membres du Parti conservateur britannique ont riposté, dénonçant ceux qui voudraient criminaliser l'achat de terres en Judée par des Juifs. Regardons cet extrait. Quel objectif utile la noble baronne pense-t-elle que cette proposition va atteindre, à part propager l'idée profondément antisémite que la Judée et la Samarie devraient être vidées de leurs juifs par épuration ethnique? Une zone, si je puis le rappeler à la Chambre, qui était restée sous administration israélienne tout au long des accords d'Oslo. Mes seigneurs, nous ne poursuivons pas les citoyens britanniques pour l'achat de biens immobiliers dans d'autres territoires contestés dans le monde. Pourquoi cibler la Cisjordanie, surtout si cette mesure pourrait aussi toucher la zone C, placée sous contrôle israélien par les accords d'Oslo, et criminaliser les Juifs britanniques achetant une maison dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem? Puis-je donc demander à la noble dame si le statut d'un territoire disputé ne relève pas surtout des États et du droit international, plutôt que du droit pénal interne appliqué aux acheteurs? Oui, oui. Vous aviez donc Lord Stuart Pollock, membre du Parti conservateur britannique, ainsi que Lord Martin John Callaghan, un autre membre du même parti qui soutenait Israël. Ces politiciens sont vraiment incroyables. D'où viennent-ils? Et j'espère que quelqu'un ici en Israël est au courant que nous avons ces 2 amis là-bas au Royaume-Uni, et ces 2-là disent exactement ce qu'il faut. Ils dénoncent les hypocrites qui essaient de expulser les Juifs de Judée dans une logique d'épuration ethnique. Pollock dit que ce comportement, qui consiste à prétendre que les Juifs ne peuvent pas être en Judée, propage l'antisémitisme. Callaghan demande pourquoi les Juifs en Judée seraient ciblés alors qu'on ne critique pas les Britanniques achetant des biens ailleurs dans le monde. Il explique alors que, selon cette logique, les Juifs britanniques seraient criminalisés pour acheter une propriété dans la vieille ville de Jérusalem. Ces politiciens ont tout compris et ils ont décidé de se ranger du côté du bien contre le mal. Quelle clarté morale chez ces gars-là! Nous devrions vraiment les inviter en Israël et leur remettre une médaille. Cela montre simplement que tout le monde ne nous déteste pas. Nous avons effectivement de bons amis, intègres et lucides, qui comprennent vraiment les choses. Bravo au Parti conservateur britannique pour être du bon côté de l'histoire sur cette question. Malheureusement, voici d'autres nouvelles en provenance d'Europe. Le Parlement irlandais a approuvé cette semaine une loi interdisant l'importation de biens produits dans les communautés israéliennes de Judée, Samarie et certaines zones de Jérusalem, marquant l'une des mesures commerciales les plus radicales prises par un pays européen. Le soi-disant projet de loi sur les colonies israéliennes interdit l'importation de produits provenant d'entreprises résidentielles, agricoles et commerciales israéliennes situées en dehors des frontières internationalement reconnues d'Israël. Le gouvernement de coalition de centre-droit a déclaré que la législation avait été rédigée en réponse à l'année 2024, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, qui a déclaré que la présence d'Israël en Judée et Samarie, à Jérusalem-Est ainsi qu'à Gaza, était illégale au regard du droit international. L'Irlande a été l'un des critiques européens les plus virulents d'Israël depuis le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas. Dublin a reconnu un soi-disant État palestinien en 2024, ce qui a poussé Israël à fermer son ambassade dans la capitale irlandaise. En juin, l'Irlande a interdit l'entrée sur son territoire aux ministres israéliens Itamar Ben-Gvir, Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, Finances. La mesure devrait avoir un impact économique direct limité.
Cependant, la législation revêt tout de même une importance diplomatique plus large, car l'Irlande devient le premier État membre de l'Union européenne à adopter une interdiction d'importation globale visant spécifiquement les communautés israéliennes en Judée et Samarie. Israël s'est fermement opposé à la législation tout au long de son adoption. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déjà qualifié cette mesure d'antisémite et averti que l'Irlande en paierait le prix si elle était adoptée. Il a soutenu qu'elle vise injustement les communautés israéliennes. Alors, voici l'histoire. L'Irlande n'importera pas de marchandises produites par des Juifs à cause de leur localisation géographique. En d'autres termes, si vous êtes juif et que vous vivez dans la vieille ville de Jérusalem, la ville la plus sainte du monde pour le judaïsme, une ville dont les racines juives remontent à 2500 ans, l'Irlande vous boycotte. Si vous produisez des biens à Hébron, ville juive où nos ancêtres sont enterrés, l'Irlande vous boycottera. Les Arabes de la vieille ville de Jérusalem, apparemment, peuvent vendre leurs produits en Irlande. Donc, si c'était un conflit territorial, ce qui n'est pas, ne vaudrait-il pas mieux arrêter d'acheter les produits de la région jusqu'à ce que tout soit réglé? Non, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ciblent spécifiquement des entreprises juives et disent que les juifs n'ont pas le droit de vivre dans certaines zones en raison de leur origine ethnique ou de leurs croyances. Et comment cela s'appelle-t-il? Cela s'appelle de la discrimination. L'Irlande prétend se soucier des droits des Arabes ou des musulmans, mais qu'a-t-elle fait pour les protéger dans un autre pays? Pourquoi reste-t-il silencieux sur les autres conflits territoriaux dans le monde? Ils ne commencent à adopter des lois que lorsque les Juifs ou Israël sont en cause. Cette législation va en fait nuire aux Arabes employés par des entreprises juives en Judée et Samarie, car ces entreprises seront interdites. Alors ne me dites pas que cette mesure profite aux Arabes ou aux musulmans d'une quelconque manière. L'Irlande a été farouchement anti-Israël ces dernières années. Ils ont utilisé le massacre du 7 octobre perpétré contre les Juifs pour cibler les Juifs. Et à cela, je dis, quelle honte! Pour poursuivre, Palestinian Media Watch donne le contexte suivant. Le terroriste arabe israélien Maher Younis et son cousin Karim ont enlevé le soldat israélien Avraham Bromberg alors qu'il était en permission en 1980, lui ont tiré une balle dans la tête de sang-froid et l'ont laissé pour mort sur le bord de la route. Les deux terroristes meurtriers ont été libérés en 2023 après avoir purgé 40 ans de prison. Voici donc pourquoi cette information est pertinente cette semaine. Maher Younis, le terroriste responsable, est décédé cette semaine. Et de quoi l'autorité palestinienne s'est-elle occupée? À glorifier ce meurtrier. Selon PMW, des hauts responsables de l'autorité palestinienne et du Fatah ont présenté le meurtrier comme, je cite, un grand leader national, un symbole, un combattant et un modèle pour les futures générations palestiniennes, tout en le présentant également comme une victime d'Israël. Le secrétaire du comité central du Fatah, Djibril Rajoub, a déclaré « Alors que je fais mes adieux à cette grande figure nationale, je me souviens avec fierté et une grande reconnaissance de son parcours honorable de lutte. » Regardons cet extrait. Nous présentons avant tout nos condoléances à tout notre peuple palestinien avec toutes ses factions. C'est une perte très douloureuse pour nous, Palestiniens. En réalité, nous perdons l'un des piliers de la famille dans les prisons et cela signifie beaucoup pour tout notre peuple palestinien. Mais ces années et cette histoire honorable resteront gravés dans la mémoire des générations, car ce combattant, Maher Younes, restera immortalisé dans chaque récit de lutte, dans chaque épopée du combat du peuple palestinien. Cependant, son héritage de combattant reste présent dans la conscience palestinienne, témoin de 4 décennies de patience et de fermeté. Et voilà. Palestinian Media Watch a relevé qu'une douzaine de responsables de l'autorité palestinienne ont salué la mémoire de ce terroriste cette semaine. Mais cela ne devrait vraiment surprendre personne. L'autorité palestinienne paie les terroristes et leurs familles pour avoir assassiné des Juifs. Les médias et le système éducatif de l'autorité palestinienne incitent à la violence au quotidien. Les soi-disant martyrs sont vénérés comme des héros. Mais l'Irlande, l'Union européenne et le Royaume-Uni restent silencieux. Je précise que la majorité reste muette, comme évoqué à propos de ces 2 remarquables politiciens britanniques. Mais dans l'ensemble, c'est comme d'habitude. Le monde ignore les éloges faits aux terroristes. Israël sait ce qui se passe, mais d'une manière ou d'une autre, la paix tient toujours debout. Je ne comprends pas pourquoi c'est le cas. Nous avons essayé Oslo, les territoires contre la paix, et tout cela a lamentablement échoué.
Tout cela a conduit à l'assassinat de Juifs dans les rues de Jérusalem, Tel Aviv et Netanya. Peut-être, juste peut-être qu'un jour, nous aurons assez de courage pour dire que ça suffit. Pour continuer, je voudrais aborder une idée fausse concernant la vie en Judée et Samarie. Beaucoup de gens ont une certaine image des habitants de cette partie du pays. Ils pensent que nos communautés sont composées de personnes du courant national religieux, d'hommes portant la kippa, de femmes qui se couvrent les cheveux, et bien plus encore. Maintenant, puisque ma tête est couverte, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour déconstruire ces idées reçues. Mais en réalité, la Judée et la Samarie sont très, très diversifiées. Il y a des quartiers avec des habitants ultra-orthodoxes, d'autres avec une population du courant national religieux, et oui, il y a aussi des communautés composées d'Israéliens laïcs ou d'Israéliens orthodoxes et laïcs mélangés. Et cela m'amène au point suivant. Pour la première fois depuis les années 80, une nouvelle communauté destinée à la population laïque va être établie dans l'ouest de Binyamin. Le conseil régional de Binyamin fait actuellement avancer les plans pour la nouvelle communauté de Natoph dans la partie ouest de son territoire. L'initiative reflète une vision nationale de construire la terre d'Israël pour tous, qu'ils soient laïcs, religieux ou haredim, c'est-à-dire ultra-orthodoxes. Le chef du conseil régional de Binyamin et président du conseil de Yeshua, Israël Gantz, a déclaré: « Nous sommes fiers de poser les fondations de Natoph et invitons les familles à participer à la création de cette communauté pionnière qui guidera la nouvelle ville. » Natoph fait partie du plan plus large du Conseil, à travers Binyamin, selon lequel 6 nouvelles communautés devraient être établies dès cet été. C'est vraiment une excellente nouvelle, et comme je l'ai dit, c'est la première fois depuis les années 80 qu'une nouvelle communauté est développée spécifiquement pour des familles laïques. Natoph sera situé près de Neili et Nahalé, à quelques minutes en voiture du centre d'Israël. Il est donc temps de comprendre que les Juifs en Judée ne forment pas un groupe homogène, malgré ce que vous pouvez voir dans les médias traditionnels. Nos communautés accueillent tous les Israéliens. Si vous souhaitez vous installer ici, essayez de trouver la communauté qui vous convient. Mais déconstruisons les stéréotypes, car ils ne sont tout simplement pas exacts et ils servent à donner une image négative de qui nous sommes réellement. Pour continuer, encore d'autres bonnes nouvelles cette semaine. Le cabinet israélien a approuvé un plan de 27 millions de shekels pour stimuler le développement hôtelier en Judée et Samarie en supprimant les obstacles à la planification et en accordant des subventions à la construction. C'est ce qu'a indiqué le ministère israélien du Tourisme. Le programme dirigé par le ministre du Tourisme, Haim Katz, prévoit 7 millions de shekels pour faire avancer la planification statutaire des projets entre 2026 et 2030. Cela s'ajoute à 20 millions de shekels de subventions pour soutenir la construction, l'agrandissement et la conversion d'hébergements hôteliers. Haim Katz a déclaré que son initiative vise à libérer le potentiel touristique du cœur biblique de l'État juif. L'initiative cherche à accroître le nombre de chambres d'hôtel, favoriser les séjours avec nuitée plutôt que les visites à la journée et stimuler l'économie locale. C'est une excellente nouvelle. Il y a quelques chambres d'hôtes ou locations Airbnb dans toute la région, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il y a très peu d'hôtels dans la région. C'est une très bonne nouvelle pour le tourisme. Jusqu'à présent, vous veniez pour une excursion d'une journée, puis repartiez à votre hôtel à Jérusalem ou Tel Aviv. Avec cette initiative, on espère que les gens passeront la nuit partout en Judée et Samarie. Cela leur donnera aussi l'occasion de visiter plus de sites, de vraiment découvrir la région et, bien sûr, de dépenser plus d'argent pour des biens et des services auprès des entreprises locales. Ce plan est gagnant sur toute la ligne. Passons à la suite, découvrons un aperçu des activités quotidiennes, ou plus précisément nocturnes, de Tsahal qui nous protège en Israël. Mardi soir, des soldats de Tsahal ont arrêté 20 terroristes recherchés en Judée-Samarie. Les suspects incluaient des personnes prévoyant un attentat terroriste, un trafiquant d'armes, un suspect impliqué dans le passage clandestin et des affiliés au Hamas. Les soldats ont aussi mené une opération aéroportée dans la zone de la brigade Menachée. Au cours de l'opération, les soldats ont fouillé plus de 50 structures dans la zone proche de Jénine. Après des tirs à Hébron cette même nuit, les soldats de Tsahal ont appréhendé 5 suspects et interrogé d'autres suspects dans la zone de la brigade de Judée. Dans la région de Toul-Karem, également sous l'autorité palestinienne, des soldats de Tsahal et des policiers des frontières israéliens ont appréhendé 4 suspects affiliés au Hamas, ainsi qu'un autre suspect recherché pour incitation au terrorisme dans la région de Fundouk. Et rappelons-nous, ce n'était qu'une nuit au hasard que j'ai décidé de partager avec vous.
Ce genre d'événements et d'opérations de Tsahal se produisent chaque nuit. Je dis merci aux hommes et femmes courageux de Tsahal qui font preuve de bravoure sans chercher la gloire et qui mènent ces opérations au milieu de la nuit pour que le reste du pays puisse dormir en sécurité. C'est tout pour l'édition de cette semaine de Judéacation. Merci à notre producteur Barba Kamanov, à l'ingénieur Aaron Vogelenter, à Zach Sickerman, à Ryan Lifshitz, au responsable de la station Yuris Veretsky et à la monteuse vidéo Olga Senatov. Je m'appelle Josh Ayson, correspondant pour JNS News. Ceci était une nouvelle édition de Judéacation, ici sur JNS TV. Assurez-vous de découvrir tout le contenu incroyable proposé par JNS TV. Laissez-nous un super merci, abonnez-vous et rendez-vous sur jns.org pour toutes les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Nous vous retrouverons la semaine prochaine dans l'émission Judéacation, uniquement sur JNS TV.